Les éditions du Mot-Conduit ont pour ligne éditoriale l'écriture de soi. Est-ce que l'autobiographie en serait un bon synonyme? C'est en poussant le particulier jusqu'au bout que l'on atteint au général. C'est-à-dire que plus on va au fond de soi-même, plus on se tourne vers l'autre, plus on lui laisse de la place. Une maison minuscule comme la mienne reçoit plus d'un manuscrit par jour, c'est fou hein, quand même. Et je publiais au départ 4 livres par an, maintenant c'est plutôt 2. Quasiment tous les livres se déclinent à la première personne du singulier. Donc il s'agit de récits littéraires de nature autobiographique, de l'autofiction, des documents à valeur de transmission, des échos intimes d'événements historiques. Ça peut être à la lisière de la littérature, de la sociologie et du journalisme. Quels sont les travers et les défauts qui vous font écarter tout de suite un manuscrit? Je ne parlerai pas de travers, mais peut-être le travers dans le domaine en effet de l'autobiographie, c'est trop s'épancher, parler de soi, il n'y a pas assez de distance, on ne peut pas faire un livre, voilà. La rencontre entre un manuscrit et un éditeur, c'est pas objectif, c'est vraiment une question d'affinité. Très vite, je suis happée ou non par la manière de dire, par le style, par l'écriture. Alors parfois l'histoire peut être très intéressante, très émouvante, le témoignage poignant même. C'est difficile parce que là, on sent que la personne a mis énormément d'elle dans ce texte. D'ailleurs, je m'efforce de répondre à chacun. Que pensez-vous de l'opinion répandue faisant de l'écriture de soi une écriture majoritairement féminine? Pendant longtemps, les femmes n'ayant pas la possibilité de s'exprimer publiquement, elles étaient confinées à écrire pour des journaux intimes ou d'autres sortes de textes plus confidentiels. Mais aujourd'hui, non, c'est pas du tout l'apanage des femmes. D'ailleurs, même dans le passé, quand on pense à Montaigne, à Jean-Jacques Rousseau, je ne pense pas du tout que l'autobiographie soit de nature narcissique. Si un texte tourne autour de soi de façon égocentrique, c'est un mauvais livre, c'est un mauvais texte. Ce qui nous habite nourrit l'écriture, qu'elle soit d'ailleurs d'ordre autobiographique ou même dans la fiction. Il y a des romanciers qui peuvent raconter des choses, qui imaginent, qui mettent en scène des histoires et qui disent beaucoup de leurs propres souffrances. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas une distanciation par rapport à l'expérience, si on tourne autour de soi au lieu de se tourner vers l'universel, c'est vrai que ça va pas. Dans votre catalogue, on trouve notamment Retour à Yvetot d'Annie Ernaux, Sans illustration de Pauline Piquet et Comme une grande d'Elisa Fourniret, qui a concouru au dernier prix hors concours 2018. Ces livres ont en commun une part de souffrance. Est-ce que cela a pesé dans votre décision de les publier? Si on parle d'Annie Ernaux, on en a déjà parlé tout à l'heure, bien sûr c'est une écrivaine que j'aime énormément, que j'ai lue depuis longtemps, qui a eu la gentillesse de soutenir la maison d'édition, et j'ai eu la chance de publier ce livre. La littérature, pour elle, elle le dit elle-même, ça donne du sens à ce qu'elle a vécu ou à ce qu'elle vit. Voilà, elle sublime ce qu'elle vit. Pour Pauline Piquet, c'est un exemple très intéressant, c'est un livre que j'aime énormément, qui s'appelle donc Sans illustration. Et c'est vrai que c'est un livre dur, c'est l'histoire d'une femme qui a été défigurée dans un accident de voiture à 30 ans, mais qui en fait est un livre qui donne la pêche parce que c'est une femme qui se reconstruit complètement. D'ailleurs, ça a été très salué par la critique, une belle écriture circulaire, étonnante. Ça a été un bid commercial terrible. On parlait de souffrance, je pense que les lecteurs n'aiment pas forcément les livres durs, ils aiment mieux les feel-good books, comme on dit en ce moment. Et le troisième, Elisa, donc Elisa Fourniret comme une grande, donc qui en effet qui a fait partie de la sélection hors concours. C'est un cas un petit peu différent, c'est une jeune femme que j'ai connue par les rencontres, parce que c'est beaucoup des rencontres qu'on fait dans l'édition, on parle beaucoup de ce qu'on fait, on rencontre des auteurs, et elle m'a confié une 30aine de pages avec l'idée que ça valait rien, et puis moi j'ai aimé. Je lui ai fait assez rapidement un contrat et je l'ai accompagnée pendant une année au fur et à mesure qu'elle écrivait. Voilà. Si j'avais pas cru que ça pouvait donner quelque chose, la 30aine de pages que j'avais lues,
Je n'aurais pas signé de contrat, parce que ça m'arrive aussi de rencontrer des gens et de signer le contrat après, même la plupart du temps. Le texte s'est travaillé au fur et à mesure, hein. Il y a eu des allers-retours, il y a eu des choses supprimées, des choses ajoutées. Au moment où nous regardons ensemble ce qui a été écrit, je fais des remarques, je donne mon avis de façon très précise, hein, page à page, ligne à ligne. Mais le bon auteur, enfin celui avec lequel on travaille en toute confiance, eh ben, il répond à certaines suggestions et il ne répond pas à d'autres. Et puis c'est lui qui a le dernier mot, voilà. Donc bien sûr, je m'autorise à dire quelque chose, mais c'est pas moi qui vais décider, c'est pas moi qui écris, hein. Ça fait partie des jolis moments du métier, d'accompagner un auteur. Quelle ligne d'horizon entrevoyez-vous pour les éditions du Mot-Conduit? Les choses arrivent ou elles n'arrivent pas. Voilà, c'est une petite maison, modeste, mais exigeante. L'idée, c'est plutôt de suivre son chemin, de s'occuper de chaque livre, que ce soit un auteur connu ou inconnu, de jamais l'abandonner. Ça, c'est la devise de la maison aussi. C'est pour ça que je fais peu de livres, pour les soigner chacun.